voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le jeudi, ce sont les vraies voix qui font rouler la France. On parle voiture, on parle transport en fait en général. Si ça évidemment, roule, quoi. Si ça roule. Voilà, tous les trucs qui roulent. Ouais. Et on reçoit ce soir Tony Renucci. Vous êtes directeur de l'association Respire et conseiller municipal à Joinville-le-Pont. Bonsoir. Bienvenue. Joinville-le-Pont. On va vous brancher le micro parce que voilà, il y avait une chanson, hein, Judith. Oui. Ah, Joinville-le-Pont. Pompon. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas fait pompon? Pompon. Voilà, merci. Jean-Jacques Seraf, vous êtes directeur général de Kinomic, entreprise de rétrofit pour les véhicules thermiques qui souhaitent passer à l'électrique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Et puis Reynald Thévenet, directeur général d'AutoJM, mandataire automobile. C'est une entreprise qui propose des voitures neuves ou d'occasion à la vente. Alors il y a des moteurs thermiques et il y a des moteurs électriques. Et puis on va commencer par parler justement de l'essor de cette voiture électrique. C'est parti. La conscience environnementale grandit et les préoccupations concernant les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation de la qualité de l'air se multiplient. La voiture électrique émerge comme une des solutions prometteuses, mais répond-elle réellement à tous ces défis? C'est la question du début de ce 19h-20h des vraies voix qui roulent. Voilà, ça roule. Alors Tony Renucci, je vais vous reposer la question tout simplement. Est-ce que la voiture électrique, c'est la solution miracle ? En tout cas, c'est une solution, et notamment pour la qualité de l'air. Pourquoi ? Parce que les voitures électriques, ça n'émet pas de polluants au niveau de l'échappement. On a quand même quelques émissions aussi de particules, notamment sur tout ce qui concerne le freinage, les émissions liées aussi à l'abrasion des pneus aussi, parce que ce sont des véhicules qui sont de plus en plus lourds. Ça, c'est encore un sujet qu'on va peut-être aborder après. Mais en ce qui concerne la qualité de l'air, il faut qu'on aille vers les voitures électriques, oui. Mais par rapport à aux batteries qui ne sont pas recyclables forcément toujours, est-ce que ça pose pas un problème environnemental quand même ? Si, ça pose un problème environnemental. Et en même temps, c'est pas une solution parfaite, quoi. Mais il n'y a pas de solution parfaite. La solution parfaite, c'est de ne pas utiliser de voiture, finalement. Et de ne pas travailler, de se reposer tranquille. Et quand on n'a pas le choix, de privilégier l'électrique au thermique. Ouais. Mais si, bien sûr, il y a un problème avec les batteries. En même temps, c'est aussi un sujet sur lequel on progresse. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrivera à la fois à fabriquer les voitures électriques et les assembler sur notre territoire, enfin France et Europe même plus largement, et comment on arrivera à progresser sur le recyclage des batteries. Ce sont quand même des choses qui progressent. Alors, Reynald Thévenet, vous qui vendez des voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques, est-ce que vous trouvez que est-ce que vous vous rendez compte que la consommation de voitures électriques, de l'achat de voitures électriques augmente vraiment comme on le voudrait en fait pour accélérer cette transition ? Alors, oui et non. Tout dépend où votre concession est basée. D'accord. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est en Franche-Comté, il n'y a pas de gros ZFE, sauf si on se dirige vers Strasbourg. Donc on va dire que la consommation de véhicules électriques reste plus faible que lorsqu'on se retrouve à Paris, à Bordeaux ou dans les grandes métropoles. D'accord, donc c'est plus une consommation urbaine, quoi, c'est ça que vous dites. C'est ça. Mais on voit quand même que, si je prends quelques chiffres, en 2019, on devait vendre, avant la crise Covid, environ 3 à 4% de véhicules électriques comparés à l'essence et au diesel et à l'hybride. Et aujourd'hui, malgré qu'on soit en zone non urbaine, on dépasse les 15%. Reynald Thévenet, par rapport à cela, vous venez d'évoquer les voitures hybrides. Est-ce finalement pas la meilleure des solutions ? Parce qu'on vient d'écouter Tony Renucci qui nous dit force et faiblesse de l'électrique. Oui ou non pour cet hybride sans batterie ? Alors, ma vision, mais elle est purement personnelle et c'est pas sûr que tout le monde la partage, c'est que pour moi, la meilleure solution, c'est le véhicule hybride. Personnellement, je roule dans un véhicule hybride, mais ça dépend de son comportement routier et de sa façon dont on vit avec la voiture. Moi, par exemple, je travaille à 20 km de chez moi, donc dans tous mes transports pour aller travailler, je suis en électrique. Mais lorsque je dois tout d'un coup partir sur Lyon ou sur Paris, j'ai la sécurité de pouvoir rouler en thermique. Donc de ce côté-là, c'est un bon compromis. Et ce compromis va encore s'améliorer dans les futures années lorsqu'on aura le carburant de synthèse à rejet zéro, c'est-à-dire qu'on utilisera le CO2 rejeté pris dans l'atmosphère et non pas qui vient des usines de charbon comme aujourd'hui c'est fait en Allemagne. Mais on sera capable d'avoir des carburants de synthèse qui seront complètement verts d'ici quelques années à des coûts abordables avec les phénomènes de volume
Et là, je pense que l'hybride avec ce carburant de synthèse pourrait devenir un très bon compromis. L'hybride qui, pour le coup, n'a pas d'État, d'aide de l'État, justement, au financement. Ouais. Jean-Jacques Seraf, vous qui êtes directeur général de Kinomic, donc qui fait du rétrofit, c'est-à-dire que vous remplacez les moteurs thermiques par des moteurs électriques. Est-ce que vous aussi, vous voyez énormément de gens finalement qui préfèrent garder leur ancienne voiture et changer le moteur parce que c'est aussi une solution financière plus abordable? Est-ce que c'est souvent ça que vous entendez sur vos clients qui viennent vous voir? Alors oui, on a en fait au travers de la filière beaucoup de types de rétrofit. Je rappelle que dans la filière rétrofit, il n'y a pas simplement les véhicules, il peut y avoir aussi les poids lourds, les bus, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais il est évident que pour un grand nombre de clients, il semble beaucoup plus raisonnable, d'un point de vue écologique également, de garder plus longtemps son véhicule plutôt que de le changer lorsqu'il est en bon état, et en plus de le décarboner en changeant le moteur thermique par une motorisation, par exemple électrique, ou ça pourrait être aussi par une pile à combustible hydrogène, par exemple. Et ça va d'ailleurs dans le sens de ce que souhaite le gouvernement, puisqu'on voit très bien que le bonus écologique va évoluer vers le bilan carbone de la production du véhicule. Et en ce qui concerne le rétrofit, eh bien là, pour le coup, on pourra dire que le bilan carbone est excellent. Il est excellent parce que justement, on ne reproduit pas les matières du véhicule existant. Il est excellent parce qu'on le transforme en véhicule propre. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, d'ailleurs, c'est l'ADEME qui établit de manière très claire qu'un véhicule rétrofité a environ, en fonction des gammes, en fonction évidemment du type de véhicule, mais c'est environ 50% de moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule neuf, même un véhicule neuf électrique. Donc, c'est quand même considérable, et je crois que dans les temps qui sont les nôtres, où la transition devient une priorité, le rétrofit doit avoir une part plus importante et une notoriété plus importante. Donc merci pour l'opportunité de ce soir. Avec plaisir. Je crois qu'il faudra que ça soit généralisé dans l'ensemble des médias. Alors justement, Jean-Jacques Seraf, vous parliez des véhicules utilitaires. Il y a aussi l'importance de décarboner justement le parc de ces véhicules de professionnels, qu'ils soient légers ou qu'ils soient des poids lourds. Est-ce que vous voyez une vraie volonté aussi de la part des professionnels qui parfois souffrent parce qu'ils ont des gros parcs de voitures à décarboner complètement? Est-ce qu'il y a une vraie volonté de leur part d'accélérer cette transition aussi? Alors tout à fait. Donc par ailleurs, Kinomic et Kinomic Mobilities commercialisent donc ces processus de rétrofit, de système de rétrofit pour les véhicules utilitaires légers notamment. Et les professionnels nous le disent également de manière très proactive. Ils souhaitent avoir des solutions diverses. Et c'est ça, je crois, le point. On parlait tout à l'heure de différents cas d'usage. Il y a également beaucoup de cas d'usage dans le monde professionnel des véhicules utilitaires. Il n'y a pas une seule solution, mais il y a plusieurs solutions. Et en fonction des cas d'usage, beaucoup de professionnels souhaitent avoir des véhicules rétrofités pour plusieurs raisons. Premièrement, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le bilan carbone. Deuxième élément, c'est la rapidité. Vous savez qu'un véhicule neuf, quelquefois, c'est très long à pouvoir obtenir. La livraison, les temps de livraison peuvent quelquefois excéder 8 mois, 9 mois. Et ça l'est de plus en plus. Et c'est de plus en plus. Et donc, c'est un problème pour les sociétés qui sont obligées de décarboner, qui ont la loi L'Homme derrière, qui doivent respecter. Ils n'ont pas le temps, quelquefois, d'attendre. Ils n'ont pas de temps d'attendre des véhicules neufs. Et par ailleurs, pour conclure justement sur cette partie, on est parti donc des voitures électriques. Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. Aujourd'hui, il y a une préoccupation, on l'a dit, environnementale, mais préoccupation également économique. L'objectif, c'est de rapprocher les deux, parce que les gens sont prêts à jouer le jeu, mais encore faut-il que ce soit accessible. Et ça, c'est un challenge. Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Et sur la partie économique, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le monsieur là sur le Jean-Jacques Seraf. Exactement, sur le rétrofit et sur les poids lourds. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit aussi un peu dans notre livre blanc qu'on a sorti le 4 juillet. C'est que à la fois, il faut beaucoup plus investir sur le rétrofit, notamment en termes d'aide, parce que ça reste quand même assez cher. Il faut aussi progresser sur les conditions d'homologation. Je pense que d'ailleurs, il en parlera mieux que moi. Et après, sur les poids lourds, c'est très intéressant parce que ce qu'ils demandent, alors certains ils veulent la diversification,
mais surtout ils veulent de la lisibilité, c'est-à-dire comment est-ce que d'ici 2030 on doit rouler en tant que poids lourd, avec quel modèle, avec quel carburant. Et pas uniquement en France, mais sur l'Union européenne, parce que du coup il y a interactivité. Bah, ce serait encore mieux en plus si on pouvait avoir les mêmes règles partout. Et là, c'est vrai que ça manquait aussi de lisibilité de la part du gouvernement. Si on a un objectif de dire il faut être à 100% électrique en 2030, dans ce cas, il faut l'assumer. Je suis pas sûr que ce soit totalement faisable aujourd'hui. Aide, mais surtout incitation. Incitation et clarification du message à donner. Et aujourd'hui, ça n'est pas clair. Est-ce qu'on doit privilégier le biogaz? Est-ce qu'on doit tout de suite investir sur l'électrique, sur les poids lourds? Le message n'est pas clair aujourd'hui. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous, évidemment, et puis nous aussi, on reste là. Oui, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Encore 3 bons quarts d'heure des vraies voix qui font rouler la France sur des sujets qui nous concernent tous, la transition écologique des voitures. Comment va-t-on faire? Allez, à tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France continuent, et puis on va continuer justement sur ce rétrofit dont on parlait à l'instant avec notre invité Jean-Jacques Seraf, justement sur l'importance. Est-ce que c'est une solution durable? Alors le rétrofit offre déjà la possibilité de donner une nouvelle vie aux véhicules existants. Ça, c'est un premier point. En réduisant leur empreinte carbone et en contribuant à la lutte contre la pollution atmosphérique. Bon, et puis ensuite, cette approche allie innovation technologique et durabilité, mais soulève également des questions sur sa faisabilité. Par exemple, ses avantages comparés à l'achat de véhicules électriques neufs. Est-ce une solution de mobilité à part entière? C'est bel et bien la question que nous soulevons, et on ne lâchera pas tant que nous n'avons pas une réponse concrète. On ne rend pas l'antenne. Bon, voilà. Tony Renucci, on va commencer par vous, justement sur ce rétrofit dont on parlait depuis tout à l'heure. Ce que vous nous disiez hors antenne, finalement, c'est que c'est quand même assez coûteux. Donc, c'est pas forcément une solution qui est accessible à tout le monde, en fait. Mais c'est la difficulté. En fait, le rétrofit, c'est une bonne solution dans le sens que ça permet déjà de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, et ça évite en plus la mise au rebut systématique. Parce que c'est vrai que l'idée qu'il y a quand même aussi derrière toutes les politiques qui se mettent en place en ce moment, c'est aussi d'acheter des véhicules neufs, c'est aussi de participer... De faire bouger l'économie, quoi. Au succès des constructeurs automobiles, c'est pas non plus totalement par hasard. Donc, je pense que le vrai sujet, en fait, c'est le budget. C'est à partir du moment où ça coûte des milliers d'euros et que c'est plus intéressant d'acheter un véhicule neuf, même si on sait que c'est déjà très cher sur le véhicule électrique, mais c'est ce que feront les consommateurs. Donc, mais il y a la question de la rentabilité. Donc, le problème, c'est de sortir déjà une grosse somme. Alors que si c'est étagé, ça peut-être. Oui, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que les aides, en tout cas pour les consommateurs, le permettent suffisamment. C'est bien là la question. Alors justement, on avance. Je rappelle que vous êtes directeur général d'AutoJM, que vous êtes mandataire automobile. Justement, sur ces moteurs de rétrofit, est-ce que vous avez, vous, des voitures en fait, que vous vendez qui ont elles-mêmes été déjà changées? Est-ce que vous vendez de la voiture d'occasion et de la voiture rétrofit? Alors non, la situation s'est pas produite encore, c'est-à-dire que on a vu que c'était une très bonne opportunité de pouvoir faire le rétrofit de son véhicule, mais aujourd'hui on fait plus d'une centaine de reprises tous les mois, et on n'a jamais eu à reprendre un véhicule de quelqu'un qui a dit j'ai fait un rétrofit sur ce véhicule-là. Alors des véhicules qui viennent avec des boîtiers bioéthanol, ça oui, il y en a un certain nombre parce que c'était une grande mode pendant un certain temps. Avec tous les problèmes que ça pouvait apporter aussi. C'est-à-dire, rapidement, lesquels du bioéthanol? Parce que c'était plutôt une référence, le bioéthanol, c'est une fausse bonne idée, mais ça crée beaucoup de problèmes pour les clients qui n'utilisent pas, qui font pas beaucoup de kilomètres, parce qu'en fait, il y a du dégazage. Il faut faire au moins une fois par mois un plein d'essence complet pour pouvoir réassurer les mélanges corrects. Sinon, les voitures ont tendance à pousser. Tout ce qu'on ne savait pas, finalement. Donc, voilà. Donc, il y a plein de petites problématiques, de petits stress que, bien sûr, lorsqu'on se fait installer un boîtier, on nous les dit pas, mais que l'on doit vivre après. Et c'est vrai que le service après-vente, en général, il sonne souvent pour tous les gens qui ont mis des boîtiers de ce type-là. D'accord. Et finalement, le service après-vente, Jean-Jacques Seraf, sur justement les voitures qui ont été changées, est-ce que ça pose pas des problèmes entre le thermique et l'électrique? Faut changer la totalité de la voiture finalement. Comment ça se passe en termes de suivi derrière? Pour le rétrofit cette fois-ci? Oui. Pour le rétrofit, eh bien, tout dépend évidemment du segment dans lequel on est. Mais par exemple, sur le cas des VUL, beaucoup de sociétés de rétrofit ont aussi contracté des partenariats avec de grands constructeurs, je pense à Stellantis, à Renault, qui vont également, dans la plupart des cas, également garantir et faire la prévente de ces véhicules. Par ailleurs,
les pièces qui sont changées sont des pièces neuves qui sont garanties également par les rétrofiteurs et donc vont être opérées également en termes d'après-vente selon les différents réseaux et les différentes solutions qui ont été apportées par chacun des rétrofiteurs en question. Et vous n'avez pas de problème de compatibilité en fait ça vous arrive de tomber sur une voiture qui n'est pas transformable ? Alors, cette question a deux angles en fait, parce que vous pourriez très bien avoir une voiture qui est endommagée, par exemple, et là, pour le coup, il y a un contrôle du véhicule avant qu'il soit rétrofité, et ce véhicule ne sera pas transformé s'il a un problème majeur, s'il n'a pas son contrôle technique, par exemple. C'est une espèce d'honnêteté, une honnêteté finalement, voilà, elle va pas loin, ça sert à rien. Voilà. Il y aura une sélection avec des critères très objectifs pour écarter ce type de véhicule. L'autre cas. Deuxième élément, l'autre cas, ce sont des véhicules, par exemple, qui seraient très petits et qui ne permettraient pas de loger une batterie, par exemple, suffisante, à part avoir un compromis important dans le coffre ou dans l'habitacle, ce qui ne serait pas acceptable, bien entendu, ou qui serait pas adapté au rétrofit au niveau technique. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment d'exemples très concrets. Il y a toujours des solutions techniques qui peuvent être apportées, mais c'est vrai que dans certains cas, il peut y avoir des compromis au niveau, par exemple, de l'espace du coffre, par exemple, ce qui réduit donc les opportunités de vente de ce type de système rétrofit. Là où, par contre, il n'y a vraiment pas d'obstacle, ce sont sur les véhicules utilitaires, par exemple, ou les plus gros véhicules, où il y a toujours des solutions extrêmement, je dirais, qui n'endommagent pas du tout le véhicule, sous le châssis, par exemple, avec des batteries sous le châssis. Et le problème du rétrofit, ce n'est pas vraiment tellement l'élément technique de la batterie, mais c'est aussi de pouvoir remplacer sur les véhicules récents le cerveau du véhicule et pouvoir faire en sorte que l'électronique du véhicule fonctionnera normalement. Ça, c'est le point le plus important et sur lequel beaucoup de rétrofiteurs travaillent, je dirais, en coopération avec des grands constructeurs pour pouvoir trouver des solutions. On est qu'au début, finalement. Ouais. C'est ça, c'est tout nouveau ça en fait, Tony Renucci, le rétrofit et ces nouveaux courants. Est-ce que c'est aussi instigé par cette prise de conscience généralisée qu'on a sur le fait qu'il faut accélérer cette transition, quoi ? Oui, je pense, mais parce que de toute façon, on n'aurait pas aujourd'hui les capacités, les moyens de ne compter que sur l'achat de véhicules électriques neufs. Parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'offres et même aujourd'hui, les aides économiques ne permettent pas de favoriser ce renouvellement. Donc prolonger la vie d'un véhicule, c'est quand même pas mal. Quelles sont les aides d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des aides à ce niveau-là ? Oui, bien sûr. Allez-y. Il y a des aides, bien entendu, il y a des aides et elles sont intéressantes. Je voudrais quand même revenir sur un point. On disait que le rétrofit n'était peut-être pas économiquement viable, ce qui n'est pas du tout le cas. Un rétrofit est en moyenne, en tenant compte évidemment des aides, mais 2 fois moins cher, voire même plus, que l'achat d'un véhicule neuf. Oui, donc, sur notre question de début, c'est-à-dire on peut étager finalement, mais au bout du compte, à partir de quelle période, de combien de temps on est rentré dans ces investissements ? Oui, bien entendu. Alors, mais par rapport à l'achat d'un véhicule neuf, en tout cas, c'est moins cher. Donc ça, c'est déjà un premier cas. En plus de cela, le rétrofit peut être financé comme un véhicule neuf par une formule de leasing, par exemple, qui permettrait effectivement d'étaler les frais et de pouvoir avoir des mensualités plutôt qu'un déboursement dès le départ. D'autre part, il y a des aides au rétrofit. Si je prends l'exemple, par exemple, des véhicules utilitaires, ce sont des primes au rétrofit qui sont entre, je dirais, 6 000 et 10 000 euros en fonction des classes du véhicule utilitaire. Donc, elles sont quand même présentes. Néanmoins, il y a une question qui se pose, c'est la comparaison par rapport aux aides sur les véhicules électriques neufs, qui sont même supérieures, parce que lorsqu'on cumule, par exemple sur un véhicule utilitaire, la prime de conversion, la prime ZFE et le bonus écologique, on arrive à 14 000 euros. Donc là, il y a une vraie question de se demander effectivement quelles sont les priorités. Il ne faut pas oublier que le rétrofit, ce sont aussi des emplois en France, et que le bilan carbone est bien souvent, comme je l'ai dit au début, bien meilleur, d'autant plus que ces véhicules ne sont pas transformés dans des pays étrangers ou dans... Vous savez à peu près combien d'emplois en France ? Alors, c'est une filière, comme vous l'avez dit, qui est en croissance et qui est en train d'établir une croissance sur beaucoup de segments.
pour 2024 et 2025. Donc je ne peux pas vous dire exactement pour l'instant le nombre d'emplois générés, mais sur des projets je dirais très concrets, on est sur plusieurs centaines d'emplois à chaque fois qu'on parle d'un gros projet rétrofit. Donc on est quand même sur un bénéfice pour l'économie en France, avec un bilan carbone extrêmement positif. Merci Donc, il n'y a Jean-Jacques pas de Seraf. raison de ne pas pousser le rétrofit. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, on continue cet échange. On a vraiment eu des réponses sur le rétrofit. Exactement, moi je suis content. Vous êtes content? On va pouvoir lâcher l'antenne à un moment donné ou pas? Oui, Pas tout de suite, mais on va revenir parce qu'il faudra se poser la question de la pollution de l'air et des ZFE. Oui, tout à fait. Allez, à tout de suite. Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est le jeudi. C'est notre dernier ensemble, Frédéric. Mais oui, on le peut jeudi, quand même parler du ZFE. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que demain c'est le sport et vous faites pas le sport. Non. Vous êtes comme ça. Non, oui. Mais alors, ça pourrait bien être du sport aujourd'hui de faire de la voiture et d'aller dans les villes, notamment concernant les ZFE, les zones à faible émission. Alors que les ZFE apportent certains avantages indéniables pour accélérer la transition écologique, leur portée et leur impact sont soumis à des interrogations légitimes, notamment sur leur efficacité réelle, leur impact social ou encore, bien sûr, il y a mécontentement qui les accompagne et donc aussi sur le coût élevé. Ça fait quand même pas mal de points. Ouais. Judith, il faut nous tordre le cou à tout ça. Rénal de Thévenet, je rappelle que vous êtes directeur général d'AutoJM et mandataire automobile. Je vous posais la question tout simplement, est-ce que vous pensez que les ZFE, ça fonctionne? Ce sont les zones à faible émission pour les auditeurs. Est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que vous entendez, vous, dans les gens qui viennent vous acheter des voitures et dans les automobilistes que vous fréquentez en général? Alors, les ZFE, aujourd'hui, on va dire qu'il y en a 11 en place, 5 qui sont vraiment à haut niveau et qui avancent un petit peu plus vite que les autres, qui sont Lyon, Marseille, Paris, Rouen et Strasbourg, et les 6 autres qui sont plutôt en territoire de vigilance. Aujourd'hui, il y a eu un petit peu de recul par rapport à ce qui devait se mettre en janvier 2024, fin 2024, il y a un petit peu de recul à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène économique des gens, du pouvoir d'achat, le prix des véhicules qui augmente, les aides qui ne sont pas en rapport de cette augmentation de tarifs. Tout le monde ne peut pas s'offrir un véhicule critère 2, c'est ça, parce qu'il faut au moins critère 2. Oui, c'est ça. Et je dirais, à la limite, on pense souvent qu'on est un très bon élève sur ce sujet-là en France. Mais il faut savoir que des ZFE, c'est pas lié qu'à la France. Dans d'autres pays, on appelle ça les LEZ, ou alors les EZ, Low Emission Zone ou Zero Emission Zone. Et c'est présent à Londres, à Bruxelles, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et un pays qu'on n'imaginerait pas et qui est la championne d'Europe sur le sujet, c'est l'Italie, qui a 253 zones à circulation limitée et où nous, en tant qu'étrangers, on doit faire référencer notre véhicule pour pouvoir circuler. Et chacun de ces pays-là, c'est des amendes qui peuvent aller de 80 à 300 euros, donc c'est conséquent. Et donc maintenant, se déplacer, actuellement partir en vacances, alors en France, on commence à comprendre un petit peu, mais si tout d'un coup je dois aller à Bruxelles ou alors si je dois aller en Italie, il faut que je me pose un certain nombre de questions de est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce qu'il faut que je fasse recenser mon véhicule? Est-ce qu'il faut que je paye une vignette pour accéder aux zones urbaines? Est-ce que la vignette qu'on a payée en France fonctionne aussi dans d'autres pays? A priori, oui, quand même. On espère pour l'Europe. Enfin, au moins en Union européenne, oui, effectivement, Judith. Vous nous le confirmez? Alors, chaque pays a ses propres contraintes. Par exemple, si vous allez en Allemagne, il y a une vignette particulière. Si vous allez à Londres, il y a une vignette particulière que vous devez payer pour pouvoir circuler dans les zones. Vaut mieux louer des voitures, quoi. Tant qu'à faire. Est-ce que, Tony Renucci, je rappelle que vous êtes directeur général de l'association Respire, est-ce que les ZFE sont vraiment utiles pour atteindre rapidement les objectifs de qualité de l'air fixés par les réglementations environnementales? Alors oui, les ZFE, elles peuvent permettre d'améliorer les choses, mais aussi si, je pense, on les réforme un peu de l'intérieur. C'est-à-dire que l'idée de base de dire qu'on va permettre aux véhicules les moins émetteurs de circuler, notamment dans les zones denses, dans les zones urbaines, était une bonne idée de départ, mais il y avait aussi, je pense, des dysfonctionnements à corriger. Alors il y avait des difficultés par rapport au calendrier, sûrement parce qu'on avait aussi perdu beaucoup de temps
par rapport aux échéances qu'on s'était fixées. Donc je pense qu'il fallait refixer un calendrier qui soit national, qui s'applique à toutes les agglomérations concernées pour avoir plus de lisibilité. Il y avait le sujet des aides qui, on le sait, sont insuffisantes. Et puis il y a un autre sujet dont on parle moins, c'est quand même les vignettes critères qui, selon nous, il faut les réviser. Non pas que tout soit enlevé. Parce qu'aujourd'hui, les vignettes critères ne sont liées qu'à l'ancienneté du véhicule. Donc elles ne voient qu'une partie du problème, c'est-à-dire les émissions en fonction de la motorisation. Mais il y a aussi la qualité de la motorisation. Vous faites référence aux critères de certains diesels, alors que ces diesels ne polluent pas forcément plus que d'autres essences. Mais c'est tout le sujet, c'est qu'il y a à la fois ce qu'on émet au niveau de l'échappement, mais il y a aussi ce qui est lié au poids, à la masse du véhicule, et qui du coup va peut-être aussi émettre plus en consommation, ou également ce que je vous parlais des particules au niveau des suspensions du freinage, qui sont aussi liées à la masse du véhicule. Et donc c'est pour ça que dans les propositions qu'on a faites dans le livre blanc, on proposait d'intégrer la masse du véhicule dans les vignettes critères, parce qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas vraiment compris, de permettre à des véhicules récents, critère 1, SUV, de circuler en ville. Les gros 4x4, ça ne sera jamais critère 1 pour vous. Mais ça ne devrait pas l'être. D'accord. Ça ne devrait pas l'être parce que... Après, c'est sont tout électriques. Bah oui. Alors, après, en dehors, bien sûr, du sujet d'électrique. Oui. Il y a des gros 4x4 en ce moment dont on taira la marque qui circulent dans Paris et qui. Un moment, la question se posera aussi sur ce sujet-là. La question se posera aussi sur ce sujet. De toute façon, il n'y a plus de place de parking assez large pour accueillir les grosses voitures, puisque tout le monde se fait de l'argent. Oui, mais ça, c'est pas normal, justement. C'est pas à nous d'être otages de ces modèles-là. Une petite question, Tony Ranucci. Qu'est-ce que vous pensez de la politique, on peut en parler 2 secondes, de Paris quand même, de la politique de la maire Anne Hidalgo sur justement cette mise en place des ZFE au sein de la ville et sur la manière dont est orchestré le ballet, l'orchestre des voitures qu'on voit passer tous les jours en ce moment. Vous qui êtes voisin de Joinville-le-Pont. D'un point de vue qualité de l'air, nous, on est quand même plutôt en faveur de ce qui se passe, parce que réduire la place de la voiture, c'est vers ça qu'il faut aller. Oui, mais les embouteillages, par exemple. Y compris en développant notamment les alternatives. Ouais. Après, on voit bien aussi que ça pose un certain nombre de difficultés. Et je pense qu'on arrive aussi un peu à ce moment, je dirais, de transition où c'est difficile parce que on essaye de contourner, donc ça crée de la congestion, des embouteillages, et puis on voit aussi que ça crée des incivilités entre les vélos, les voitures, les piétons. On ne se respecte plus vraiment. C'est la foire on ne sait pas trop quel est l'usage de la route. Peut-être que ça a été un peu rapidement, et en même temps, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Et vous êtes pour mettre des parkings gratuits aux entrées de grandes villes où il y a des ZFE ? Des parkings, en tout cas, il faut en mettre. Après, pourquoi pas gratuit ? Si on veut vraiment inciter les gens à poser leur voiture, moi c'est ça que je ne comprends pas. On leur fait payer. Mais c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion ? Parce que des gens ne se feraient pas de l'argent sur le dos de l'air. C'est ça. À partir du moment où on utilise un véhicule, c'est une source de nuisance, à la fois pour les routes, à la fois pour la population, à la fois pour la santé publique. Donc je comprends tout à fait qu'il faille l'utiliser. Je ne suis pas un anti-voiture primaire. Je dis juste que la gratuité ne me semble pas être la bonne solution. Mais après, on peut avoir aussi des tarifications qui sont en fonction des revenus, ça, pourquoi pas. Ouais. Enfin, 15 € 2 heures à Paris, bravo. Alors justement, ça aide à préserver la couche d'ozone. Sur ces écarts entre les gens, Jean-Jacques Seraf, tiens, vous êtes directeur général de Kinomic, mais on va quand même parler des ZFE avec vous. Sur cette limitation géographique, parce que pour l'instant c'est limité, c'est pas encore tout à fait étendu, on entend beaucoup de tensions et de contestations de la part des citoyens, justement, puisqu'il y a cette possibilité de créer des zones de ghettoisation pour les véhicules plus anciens ou moins chers, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas de sous, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Non, mais comme mentionné, c'est un problème. Les ZFE sont vraiment potentiellement un problème de société pour les personnes avec moins de moyens qui doivent transformer leur véhicule. Moi, je pense particulièrement aux artisans. Ces artisans, on sait très bien que ce qu'on appelle le last mile delivery, donc notamment aussi tout ce qui est livraison dans les villes, c'est finalement un vecteur de pollution en termes de particules assez important dans les grandes villes, puisque finalement, ce sont des véhicules qui roulent beaucoup dans les grandes villes, par définition, puisqu'ils viennent livrer, ils viennent réparer. C'est aussi une population qui a moins de moyens pour pouvoir renouveler avec des véhicules électriques qui sont plus onéreux. Donc là encore, il y a une vraie question à se poser, comment les accompagner et faire en sorte qu'on puisse les aider à transformer leur véhicule ou à acheter un véhicule neuf. Nous, en l'occurrence, notre proposition, c'est de pouvoir transformer leur véhicule à nouveau par un rétrofit électrique et leur permettre à nouveau de rouler
à moindre coût, évidemment, comme je le mentionnais, 2 fois moins cher, et de pouvoir à nouveau rouler dans les grandes villes. Qui est en plus une solution de transition, transitoire, parce que, on l'a évoqué avec vous trois, plus on avance et plus on trouve encore des modèles qui sont plus écologiques. Donc quelqu'un qui voudrait se dire, faut que je fasse un gros investissement, mais peut-être demain la voiture électrique n'est pas la solution, au moins le rétrofit c'est transitoire. On est aussi dans cette optique-là, hein. Oui, alors le rétrofit transitoire, je n'aime pas trop ce mot parce que en fait, ce n'est pas la réalité, parce qu'on pourrait très bien imaginer un rétrofit des futurs véhicules électriques. La technologie évolue très rapidement et finalement, le véhicule électrique que vous achetez aujourd'hui, dans 5 ans, 6 ans, il ne sera plus au top de sa technologie. Et loin Il sera obsolète, quoi. Il sera obsolète. Et les batteries, comme vous le savez, elles vieillissent chaque année également. Donc il y aura un travail, il ne faudra pas l'oublier, de rétrofiter également les premières générations de véhicules électriques avec des modèles encore plus performants, moins polluants, et puis évidemment à moindre coût également. Oui. Tony Renucci, sur l'installation de ces ZFE, pour revenir un petit peu au sujet, ça coûte de l'argent aussi, hein. Il y a des investissements pour définir les limites géographiques, pour développer les infrastructures nécessaires, pour la gestion et la maintenance aussi. Pas si simple que ça, quoi. Non, mais ça pose beaucoup de difficultés. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces difficultés, elles viennent aussi du fait que, à mon sens, l'État n'a pas été suffisamment clair, n'a pas suffisamment pris sa place dans le déploiement. À partir du moment où la règle aurait été claire, même il y a 10 ans, quand les gens ont commencé à en parler, et qu'on avait donné les échéances et les moyens, et aussi qu'on avait boosté le marché pour avoir de l'offre. Parce que là, on parle beaucoup du rétrofit, mais si aussi on accentuait les aides et le fait de booster le marché de l'occasion, donc notamment en favorisant le renouvellement des véhicules neufs auprès des entreprises, auprès des taxis, des VTC, on aurait déjà un marché de l'occasion qui serait plus conséquent, notamment sur des véhicules, par exemple, critère 1, voire électrique. On pourrait pas le faire que sur l'électrique, mais au moins sur les critères 1. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose. Nous, on dit, mais mettez plus d'offres, favorisez le renouvellement des véhicules neufs chez les opérateurs privés et les entreprises, avec aussi des conditions qui soient plus drastiques, parce que la loi LOM met déjà en place des objectifs. Alors, la loi LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités. Hein. Exactement. Elle met des objectifs de verdissement sur les flottes de véhicules pour les entreprises, et également d'ailleurs pour les VTC et les taxis, mais c'est pas respecté. S'il y avait des contrôles, des sanctions, on avancerait plus vite, on boosterait le marché de l'occasion, et là, on pourrait se dire, on laisse un petit peu plus de temps aux gens pour se convertir et accéder au marché de l'occasion. Alors, je vous écoute bien, et évidemment, c'est très clair ce que vous dites, on sent qu'il faut une volonté politique, et s'il n'y a pas la volonté politique, on n'y arrivera pas. Mais est-ce qu'il faut forcément une volonté politique punitive? Parce que c'est ça le problème aussi. On peut inciter plutôt que sanctionner. Là, je vous ai entendu parler de sanctions. Oui, mais parce que on peut pour faire inciter, appliquer la loi, pardon. Pour faire appliquer la loi, il faut qu'il y ait des sanctions. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne respectent pas les objectifs de la loi. Mais si elles ont les moyens, on ne parle pas des petits artisans, on parle quand même de plus grosses entreprises, elles ont les moyens, et y compris notamment les taxis et les VTC, d'aller plus rapidement sur cette transition-là. Et donc ça veut dire que dans 3-4 ans, on aurait déjà les véhicules d'occasion du grand public de demain. Et donc là, eux, on peut les inciter exactement aussi avec les aides. Et on pourrait même se dire que le calendrier, on pourrait l'alléger légèrement pour leur laisser un petit peu plus de temps, voire même en réorientant les aides vers ceux qui sont, je pense, les plus dans le besoin. En fait, c'est une stratégie à mettre en place. Voilà. Reynald Thévenet, c'est vrai qu'il y a un souci sur les ZFE, on l'a dit, aussi dans le contrôle et la surveillance des accès finalement, et dans la gestion de ces espaces. Hein. Alors, pour l'instant, ce sont souvent des policiers et qui sont plus, on va dire, dans l'avertissement que la sanction. Je crois qu'il y a très très peu de sanctions qui sont faites actuellement. On est vraiment dans l'avertissement, toujours dans cette période-là. À terme, il y aura, comme ça se fait en Italie, comme ça se fait dans d'autres pays, et des systèmes qui vont détecter la plaque d'immatriculation, la vignette, et qui seront capables de faire de l'autosanction. Donc ça se fera. C'est certain. Ce qui se fait aujourd'hui pour les places de parking, par exemple, hein, parce que ça se fait automatiquement maintenant. Hein. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Mais comme vous disiez, c'est beaucoup une politique de sanctions, et je reviens sur ce que je disais initialement, il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale et pas seulement regarder la pollution de l'air et prendre une décision drastique, parce que il y a plein d'autres phénomènes induits directement ou indirectement.
Vous avez tous vu, lorsque vous voyagez dans un certain nombre de villes, la désertification des centres-villes, le nombre de boutiques qui ferment, parce que les gens qui ne sont pas urbains et qui n'habitent pas juste à côté, de dire il faut que je garde ma voiture, il faut que je prenne le bus et que je revienne après avec 2 sacs qui font chacun 10 kilos ça fait que les commerces, petit à petit, pour les grands centres commerciaux extra-urbains, il y a une désertification d'un grand nombre de villes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire les ZFE? Non, mais ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une vision globale et pas une vision point par point, et de travailler en série, mais de vraiment avoir du recul par rapport à toute cette situation et de se dire, bon, voilà, si je prends cette décision-là, quels sont les impacts et comment je peux trouver une solution vis-à-vis de ces impacts-là. Merci. Et vous parliez tout à l'heure des parkings gratuits, c'est une solution. Le covoiturage et autoriser le covoiturage. On va y venir à toutes ces solutions-là, justement. On va en parler juste après la pause. Vous restez avec nous. Voilà, c'est ce qu'on appelle sont les vraies voix qui font rouler la France. Inciter à rester avec nous, tout ça. Allez, bien à vu. tout de suite. À tout de suite. Et c'est la dernière partie des vraies voix qui font rouler la France. Nous l'attendions, celle-ci, parce qu'on l'a évoqué un petit peu avant la pause. Là, Les autres sujets, les autres approches pour rouler, pour se déplacer, chers auditeurs. Alors, les approches novatrices vont bien au-delà du rétrofit et des véhicules électriques, dont on a parlé et qui sont évidemment de belles inventions. D'autres alternatives émergent pour réduire l'impact négatif des voitures sur l'air que nous respirons, le climat et puis aussi notre qualité de vie. Des solutions comme les carburants alternatifs ou les approches de mobilité intelligente sont peut-être un début de réponse. Faisons un petit tour de leurs propositions. Tiens, mobilité intelligente, je sais me mobiliser, mais je suis pas sûr d'être intelligent. On va commencer par parler de planification urbaine. On en parlait hors antenne. Voilà. Comment faire pour réorganiser les villes de manière à ce que tout cela soit plus fluide et que les gens effectivement lâchent leur voiture plus facilement? Alors il y a plein de solutions, dont les transports qui sont pas toujours dans l'ordre de fonctionnement où l'on voudrait. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution, Tony Renucci? Tout dépend déjà sur quel territoire on est. C'est sûr que dans les grandes villes, le mieux, c'est, alors si on peut le faire, de prendre le vélo, d'aller à pied ou de prendre les transports en commun. Dans d'autres territoires, la voiture reste quand même reine. Donc quand on habite au fin fond de la campagne, par exemple, comment on fait pour changer son habitude? C'est intéressant. Mais je pense que déjà, il faut se concentrer sur les territoires qui sont les plus pollués, donc les zones urbaines, et là où on a le plus le moyen de faire changer les choses rapidement. Déjà, allons voir ces territoires-là. Parce que de toute façon, ceux qui ont une dépendance à la voiture sur laquelle ils n'ont pas le choix, aujourd'hui, on va pas leur dire de prendre le vélo en pleine campagne. Alors certains le feront peut-être, mais il y a des trajets sur lesquels c'est pas possible. Et donc dans ce cas, pour ces publics-là, on va plutôt s'orienter sur la reconversion vers de l'électrique quand ils peuvent le faire, ou en tout cas vers des véhicules qui soient moins émetteurs, et pourquoi pas d'occasion. Mais je pense que la planification, elle doit se voir de façon systémique, mais déjà regardons dans les villes, dans les centres urbains, et là où on a les moyens d'investir pour que ça change. Parce que la vraie problématique, elle est pour ceux qu'on appelle les banlieusards, c'est-à-dire qu'à la limite, on s'organise quand on est, comme dit Judith, dans le fin fond de la campagne, mais le problème, c'est quand on doit arriver de l'extérieur et rentrer dans la ville. Et là, il n'y a rien pour aider. Ça dépend où on est. En Ile-de-France, c'est pas pareil quand même que dans d'autres régions. Même si mais dans la région de Bordeaux, vous habitez à Mérignac, pour aller à Bordeaux, c'est pas possible. Mais c'est pour ça que pour le coup, je pense que ce qui va dans le bon sens, c'est quand le gouvernement parle notamment des RER métropolitains. Après, ils ont fait des annonces là, notamment à 100 milliards pour les transports publics. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va les répartir année après année. Oui, à quoi ça va servir exactement. Nous, ce qu'on a proposé dans le livre blanc, c'est qu'il y ait une loi de programmation sur les investissements et les transports publics pour qu'on sache exactement sur quel territoire et quels sont les crédits qui seront alloués année après année. Et je pense que d'ailleurs, c'est aussi ça qui donnerait la visibilité aux usagers pour que, à terme, ils abandonnent leur voiture pour passer à d'autres moyens de mobilité. Rénal Thévenet, on parle aussi, vous parlez des petits boîtiers bioéthanol tout à l'heure, mais il y a aussi les carburants propres qui débarquent sur le marché. Il y a l'hydrogène, il y a pas que le tout électrique comme solution. Pourquoi est-ce qu'on n'axerait pas un petit peu justement plus sur ces carburants propres? Alors, ça démarre par l'Allemagne. C'est l'Allemagne avec Porsche et d'autres constructeurs qui ont commencé à initier et demander des dérogations un petit peu à la communauté européenne pour pouvoir permettre de dire qu'en fait la solution pour 2035, c'est la zéro émission, c'est pas le véhicule électrique. Faut partir en fait du postulat de dire l'électrique est une solution, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Pour les véhicules utilitaires, il peut y avoir principalement l'hydrogène ou les poids lourds ou l'aviation. Pour
les véhicules, suivant l'usage, il peut y avoir l'hybride avec les carburants de synthèse, l'électrique. Mais voilà, c'est le problème, c'est que au départ, on est parti d'un postulat politique, c'est de dire on va vers l'électrique. Donc au final, toute l'intelligence d'ingénierie s'est mise sur l'électrique en laissant les miettes pour toutes les autres alternatives. Il aurait fallu prendre le problème en disant ce qu'on veut en 2035, c'est zéro émission. Qu'est-ce que l'on peut proposer et quelles sont les solutions et en fonction de quel segment on peut mettre telle ou telle chose en place. Voilà. Et après, on parlait un petit peu des alternatives aujourd'hui. Moi, je vais prendre un exemple d'une ville que je connais bien, qui est Grenoble. Eh ben, il y a des choses qui se font. Par exemple, pour la circulation et pour éviter les embouteillages et des choses comme ça, il y a des voies qui sont réservées au covoiturage. Et donc, si vous décidez de covoiturer et donc de consommer moins de manière globale par individu, eh ben, vous avez des voies qui vous sont réservées et où vous pouvez circuler mieux et plus rapidement. Alors, c'est important aussi la circulation à l'intérieur des villes, quand même, parce que plus vous pouvez circuler, plus vous pouvez évacuer d'une certaine manière, il y a moins d'embouteillages et moins de pollution. Est-ce que vous pensez que le tramway soit, par exemple, la meilleure solution? Parce qu'il y a une cohabitation entre le tramway et la voiture qui est ingérable, alors que le métro, le bus, ça semble quand même plus facile. Oui, ben, si vous prenez de nouveau l'exemple de Grenoble, les parkings sont pour le prix d'un billet de transport en commun. Vous vous garez et du coup après, pendant toute la durée jusqu'à ce que vous veniez récupérer votre véhicule, vous pouvez vous balader dans l'ensemble des transports en commun. Donc ça vous coûte le prix d'un transport en commun pour garer votre véhicule, faire l'ensemble de vos achats ou de vos promenades en ville et ensuite venir récupérer votre véhicule. Donc il y a des choses il faut prendre les bons exemples, là où certaines personnes ont eu des bonnes idées et essayer de déployer ça un petit peu de partout. Jean-Jacques Seraf, on parlait des autres possibilités. Il y en a des très simples à faire finalement pour tout le monde, c'est-à-dire à commencer par l'entretien régulier des voitures, de notre voiture, c'est-à-dire si la voiture est entretenue, elle pollue moins forcément. Et puis il y a aussi toutes ces solutions de covoiturage qui se développent. Oui, absolument. Alors, le covoiturage s'est beaucoup développé et notamment ce que l'on voit justement pendant ces périodes de congés, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisation notamment de la voie ferroviaire, du covoiturage et ce qui va dans le bon sens en termes de transition écologique. Sur ce qui a été dit aussi, je voulais juste préciser que le rétrofit n'est pas uniquement électrique, mais il est aussi hydrogène. Donc pour rejoindre tout à fait ce qui a été dit, et tout à fait, il y a aussi du rétrofit hydrogène, c'est-à-dire que vous avez un moteur thermique et vous pouvez le transformer avec une pile à combustible en hydrogène. Notamment, ça se fait pour les véhicules un peu plus lourds, pour les véhicules utilitaires, ce qui offre également une solution décarbonée. Est-ce que c'est une solution encore plus ambitieuse et que vous conseillez, vous, ou pas, l'hydrogène? À nouveau, ça dépend, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il n'y a pas qu'une solution pour décarboner, pour zéro émission. Ça dépend des cas d'usage, ça dépend de l'utilisation et du type de véhicule. Par exemple, pour des véhicules lourds, pour des véhicules du type bus ou des véhicules du type utilitaire important, l'hydrogène est une solution qui est adoptée par certains des membres d'ailleurs de l'association du rétrofit, afin d'avoir de véritables solutions de décarbonation pour l'usage de ces véhicules. Pour des véhicules plus légers, l'électrique par contre est beaucoup plus conseillé car le coût de transformation sera inférieur. Donc vous voyez, ça dépend véritablement du modèle économique et de l'usage du véhicule. Tony Renucci, on peut parler de conduite éco-responsable aussi, c'est-à-dire qu'il y a une manière de conduire pour moins émettre, tout simplement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, maintenant, beaucoup de villes se mettent aux zones 30 Alors, je pense aussi pour des questions de sécurité, pour des questions de bruit. C'est honnêtement moins un sujet sur la qualité de l'air. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas tellement la vitesse entre 50 et 30 qui va jouer, mais plutôt la façon de conduire. Accélérer, redémarrer, les stops. Et là, c'est vrai que quand on a des problèmes de congestion, d'embouteillage, pour le coup, c'est plutôt contre-productif. Mais c'est pas pourtant que je déconseille. Donc il faut réadapter nos manières de conduire, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut rouler au ralenti aussi, parce que quand le feu passe au vert et qu'on ne passe pas, on bloque tout le monde parce qu'il va y avoir une intersection qui est à 100 mètres derrière, qui ne se fait pas non plus. J'entends ce que vous dites, mais j'ai l'impression que finalement vous attendez que je vous dise mais il faut qu'on favorise la fluidité des voitures. Mais en fait, vous savez, même quand on crée des nouvelles routes,
au bout d'un moment, on a toujours des embouteillages. Et les embouteillages à Paris, ils n'ont pas attendu Anne Hidalgo. Il y en avait déjà avant aussi. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le fait de voir aussi est-ce qu'on a besoin de créer toujours plus d'infrastructures routières. Alors, je ne vais pas dire au sein même des villes, mais typiquement les nouveaux projets autoroutiers. Nous, on est plutôt en faveur d'arrêter ces projets-là parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y en a assez. Mais peut-être les arrêter, mais en trouver de meilleurs. Tiens, vos voisins de Bercy, vous voyez, c'est le palais des sports le plus fréquenté puisque tous les grands événements sportifs s'y passent. Quand les gens veulent aller à Porte de Bercy, à Paris, c'est inaccessible parce qu'on ne comprend pas qui va à droite, qui va à gauche. Donc, bien sûr, il y a plein de planification urbaine dont on parlait tout à l'heure. Mais de planification urbaine, mais aussi de simplification. Quand on va par exemple à Barcelone ou à Madrid, il y a des grandes avenues, c'est plus simple. Et tout le monde s'y retrouve. Que dire, pardon, on y va un peu moins, mais pour avoir vu Montréal, il y a une grande avenue, trois mais les villes ne sont pas toutes construites. Elles ne sont pas construites de la même façon. Oui, mais alors il faudrait peut-être les adapter. Est-ce qu'on peut adapter les grandes villes comme ça aussi facilement que ça? Mais ça me paraît assez compliqué parce que, déjà, ça s'est pas bâti de la même façon. L'architecture est compliquée. On n'a pas la même architecture de ville si on se compare notamment aux villes que vous citez. Ouais. Et après, vous me donnez des exemples dans lesquels finalement on peut accéder en métro. Non, Bercy. Bercy, admettons que le match oppose Metz à Montpellier. Ils viennent comment, les gens de Metz et de Montpellier? Mais après, ils peuvent trouver peut-être d'autres coins dans lesquels se stationner et ensuite prendre le métro. Mais je suis bien d'accord, c'est pour ça que je vous ai posé la question de se stationner. On est bien d'accord. Mais sur ça, on est d'accord, mais c'est pas non plus impossible de trouver. Je veux dire par là que le fait de vouloir venir absolument à Bercy en voiture n'est peut-être pas le plus simple. Oui, mais pour beaucoup de gens, puisque c'est un lieu qui regroupe des gens qui viennent de très très loin, c'est très mal fait. Voilà. Favorisons leur trafic à eux alors, mais pour ceux qui circulent tous les jours et qui peuvent faire autrement, ils prennent le métro. Reynald Thévenet, on est bien d'accord que, en fait, comme je disais un petit peu à Jean-Jacques Seraf tout à l'heure, l'entretien régulier de la voiture, c'est un peu la base pour que la voiture dure longtemps et pollue moins. Oui, il faut faire un entretien régulier de son véhicule et surtout avant, là on est dans les chassés croisés pour les vacances. D'ailleurs, nous, à tous ceux qui veulent venir chez nous gratuitement, on fait un contrôle de pré-vacances. On contrôle. Alors, vous êtes où exactement? Alors, nous, on est à côté de Belfort. D'accord. Donc, pour les gens qui sont dans la région, Reynald Thévenet, d'AutoJM, vous fait les contrôles techniques, etc. et de manière précise, j'imagine, et incisive. Et gratuite pour le départ en vacances, pour s'assurer qu'ils ont les bons niveaux, qu'ils ont bien le contrôle technique du véhicule, que tout est OK, qu'ils peuvent partir sereinement en vacances et que ça soit nos clients ou pas nos clients. Alors, comment on entretient bien une voiture? Alors, il y a bien sûr la pression des pneus, laquelle il faut faire très attention, à la fois pour des risques d'accident, mais aussi pour des questions d'usage de la consommation de l'essence. C'est-à-dire que des pneus sous-gonflés, ça peut être jusqu'à 10-15% de consommation d'essence en plus. Ah oui. Donc il faut bien faire attention à ça. L'ensemble des niveaux, est-ce que tout d'un coup il va pleuvoir, tout d'un coup il va y avoir des moucherons, est-ce que j'ai bien fait mes niveaux, est-ce que je vais avoir de l'eau pour mes essuie-glaces, est-ce que j'ai... toutes ces choses-là sont des choses auxquelles il faut faire attention avant de partir en vacances et de manière régulière. De toute façon, même pas pendant les vacances. C'était ça ma question. C'est que si on veut que notre voiture ne pollue pas au fil de l'année, il faut l'entretenir. C'est un peu un basique, mais... C'est ça. Et on sait le problème qu'il y a eu pour tous les véhicules Peugeot PureTech, avec les problèmes de courroie, les problèmes de moteur qu'il y a eu. C'est bien suivre les consignes du constructeur, les nouvelles consignes, faire vérifier le diamètre de la courroie pour s'assurer qu'elle a toujours le bon dimensionnement avant que le moteur ne fonctionne plus. Donc il faut s'inquiéter de son véhicule comme on s'inquiéterait de l'entretien de sa maison, de ses extérieurs, de l'ensemble des choses. Ça fait partie de... Jean-Jacques Seraf, vous êtes directeur général de Kinomic, on le rappelle, entreprise de rétrofit pour les véhicules thermiques qui souhaitent passer à l'électrique. Mais à l'hydrogène. Et à l'hydrogène, oui, parce que là on a appris ça. Mais si on met tout ça de côté, parce que vous êtes un professionnel et vous avez réfléchi à la question, elle est où finalement la voiture moderne dans 30 ans, 40 ans? C'est quoi Elle est volante ou pas? C'est quoi l'idéal? Vers quoi on peut aller? Jusqu'où on peut aller pour être vraiment ambitieux?
Je dirais l'ambition n'a pas de limite, donc on pourrait imaginer effectivement des véhicules qui soient tout d'abord non polluants, et donc l'hydrogène est une solution d'avenir, c'est évident, et les piles à combustible à hydrogène sont une solution fantastique étant donné qu'on rejette de l'eau, H2O, donc absolument pas de pollution, et en même temps ça peut permettre d'offrir d'excellentes performances, mais de manière plus pragmatique, je dirais que la véhicule à moyen terme d'avenir, c'est quand même un véhicule zéro émission de manière générale. Et il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de transitions, d'hybridation, on en a parlé tout à l'heure, d'hybridation rechargeable. C'est très bien dans cette période de transition, mais rappelons-nous que notre objectif, c'est zéro émission. Eh bien, je pense que Tony Renouchi sera bien d'accord avec vous. Hein, oui, zéro émission. Voilà. Merci à tous les trois. C'est important de retenir ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. bien. C'était les vraies voix qui font rouler la France. On est avec Tony Renouchi, directeur général de l'association Respire et conseiller municipal à Joinville-le-Pont. Jean-Jacques Serrave, directeur général de Kinomic, qui fait du rétrofit. Et puis Rénal Thévenet, qui est directeur général d'AutoJM, mandataire automobile. Merci à tous les trois. Une excellente soirée. Vous, auditeurs, Oui. on se retrouve demain pour notre dernière Target Saint-Soin. Pour cette petite Puis partie. ça continuera avec Jean-Marie Bordry derrière, bien évidemment. Les vraies voix ne Mais s'arrêtent ce sera jamais. moins bien. Non, Mais je plaisante. C'est toujours aussi bien avec l'équipe de Sud Radio. Non, il est génial, Et on Jean-Marie, vous c'est fait pour des ça. bisous. Bon. Bonne Alors, soirée. moi, je voulais juste vous dire quand même que tout de suite après, il y a une émission spéciale pour Geneviève de Fontenay. Bien sûr, avec bien notre sûr, Yvan Cugius, le loft de Sud Radio. Merci à toute Allez, l'équipe bisous. autour de notre réalisatrice Lucille Montier. À Bravo demain. Lucille et merci Aurore. Bisous. Voilà, vous l'avez eu le mot de la fin.